Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de la notion d'espace vectoriel. Donc c'est la première fois que vous allez voir une notion qui est définie de cette façon-là, parce que on appelle ça une définition axiomatique. Donc généralement, ce qu'on fait en mathématiques, quand on ne fait pas une définition axiomatique, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on définit des choses et on regarde quelles sont les propriétés de cette chose-là. Donc on part de ce que les choses sont, puis on en déduit des propriétés. Donc, on a différentes définitions. Maintenant, il y a un phénomène qui peut se produire, des définitions différentes dans des contextes différents, donc des choses qui sont différentes ont les mêmes propriétés. Donc, les propriétés, c'est plutôt ce que font les choses, tandis que les définitions, c'est ce que sont les choses. Et dans ce cas-là, ben, ça peut nous amener à penser aux différentes choses dans les définitions 1 et 2 comme étant un peu la même, puisqu'elles ont les mêmes propriétés. Il y a une expression qui traduit bien cette idée-là, qui consiste, ben, c'est une expression qui vient de l'anglais, ça s'appelle dot test. En français, ça dit ceci: si ça ressemble à un canard, si ça nage comme un canard, et si ça cancane comme un canard, c'est un canard. Donc, si on a différentes choses qui ont les mêmes propriétés, on est amené à parler de la même façon, à les considérer comme la même chose, non pas parce qu'elles sont les mêmes, mais parce qu'elles font les mêmes choses. Donc ça, c'est un espèce de renversement qu'on retrouve dans les définitions axiomatiques. On part de certaines propriétés, propriétés de base qu'on appelle axiomes. Donc ça, c'est ce que font les choses. Et puis, il y a différents modèles, donc différentes structures qui collent à ces propriétés-là. Et donc là, il y a un renversement par rapport à ce qu'on avait vu un peu plus tôt. Donc là, ça nous amène à définir de cette façon-là la notion d'espace vectoriel. Un espace vectoriel est formé d'un ensemble V, dont les éléments sont appelés vecteurs. J'insiste là-dessus. Ici, le mot vecteur, c'est au sens très large. C'est pas nécessairement les vecteurs auxquels on est habitué depuis le début de la session. Ça va pouvoir prendre différentes formes. Ici, ça va être des vecteurs au sens large, non pas parce que ça va être des vecteurs, mais parce que ça se comporte comme des vecteurs. Donc, un espace vectoriel est formé d'un ensemble V dont les éléments sont appelés muni d'une opération appelée addition vectorielle et notée plus, d'une opération appelée multiplication par un scalaire, et notée par omission. Donc, quand on ne met rien entre le scalaire et le vecteur, il s'agit de l'opération externe, qu'on appelle multiplication par un scalaire. Tel que, et donc là, ce sont les fameuses propriétés axiomatiques, les axiomes à partir desquels on va déduire tout le reste. Premier axiome, l'axiome de commutativité. Donc pour tout UV dans l'ensemble V, grand V, U plus V est égal à V plus U. Donc là, il faut comprendre que l'addition dont il est question, ça fait référence à l'opération interne qui est relative à l'espace vectoriel qu'on considère. Cette opération-là peut revêtir différents sens dans différents contextes, mais dès qu'il est question d'espace vectoriel, il faut avoir la commutativité. Vous remarquerez aussi que les lettres pour désigner les vecteurs, donc petit u, petit v, dans l'espace vectoriel, donc ça, ce sont des vecteurs, même si ce ne seront pas nécessairement des vecteurs de Rn, c'est vecteurs au sens large, encore une fois. Donc vous aurez remarqué qu'ils sont en caractère gras. Donc au lieu de mettre la flèche sur la lettre, on les inscrit en caractère gras pour indiquer qu'il s'agit de vecteurs et non pas de scalaires. Évidemment, à l'examen, vous n'avez pas à faire une telle chose. Ce serait pas pratique de vous demander d'écrire en gras. Mais enfin, pour ce qui est de la présentation d'aujourd'hui, on va suivre cette convention-là, qui est d'ailleurs une convention relativement standard en mathématiques. Donc ça, c'est le premier des axiomes. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Prochain axiome, l'associativité. Donc pour tout UVW dans l'ensemble grand V,
On a l'associativité de l'opération interne. Prochain axiome, l'existence d'un neutre additif. Donc, il existe un 0. Vous aurez remarqué que c'est le 0 en gras. Et donc, ça, c'est l'espèce de vecteur 0, le vecteur nul, tel que pour tout petit u dans V, tout vecteur petit u dans V, u plus le vecteur nul est égal au vecteur nul plus u est égal à u. Donc, ça agit comme un neutre. Quatrième axiome, l'existence des inverses additifs. Pour tout u dans l'ensemble grand V, il existe moins u, toujours dans l'ensemble grand V, tel que u plus moins u est égal à moins u plus u est égal à 0, enfin le vecteur nul dont il était question dans l'axiome précédent. Cinquième axiome, un autre axiome d'associativité. Cette fois-ci, cependant, donc commençons par lire l'axiome. Pour tout petit u vecteur u dans grand V et rs des scalaires dans R, on a R fois S fois U est égal à R fois S, en parenthèse, fois U. Ici, il faut se méfier, puisque les opérations sont différentes. À gauche, j'ai d'abord S fois U, donc ça c'est une multiplication scalaire fois vecteur. Le résultat est un vecteur. Donc, par la suite, on effectue R fois le résultat de cette opération-là, donc un scalaire fois un vecteur. Donc à gauche, il y a 2 fois l'opération scalaire fois vecteur, tandis qu'à droite, il y a une fois la multiplication de R et S, donc qui est une multiplication scalaire-scalaire. Le résultat est un scalaire qu'on multiplie avec un vecteur. Donc les opérations ne sont pas tout à fait les mêmes, mais selon l'axiome A5 d'associativité, il faut que les résultats finaux soient les mêmes. Axiome de distributivité sur la somme scalaire. Donc, les scalaires R et S multipliés par le vecteur U, ça doit donner R fois U plus S fois U. Axiome A7, distributivité de la somme vectorielle. Pour tout U, petit v dans grand V et R non réel, R fois la somme vectorielle U plus V est égal à R fois U plus R fois V. Donc, ça aussi, c'est un axiome de distributivité. C'est pas tout à fait le même que le précédent, par contre. Et dernier axiome A8, le neutre multiplicatif. Donc, quand on calcule le scalaire 1, avec l'opération externe fois le vecteur U, il faut que ça reste le vecteur U. Donc, voici des exemples de structures qui contiennent des modèles des axiomes d'espace vectoriel, donc des exemples d'espace vectoriel. Donc, premier exemple, c'est Rn, muni des opérations d'addition vectorielle et de multiplication par un scalaire. Ça, c'est l'exemple de base, dans un sens autour duquel on va tourner. Exemple suivant, l'ensemble des matrices, M par N, muni des opérations d'addition matricielle et de multiplication par un scalaire. Donc ça aussi, ça répond à tous les axiomes des espaces vectoriels. Donc il s'agit là aussi d'un exemple d'espace vectoriel. Mais on va en voir d'autres. Donc là, on en connaît 2 exemples. Rn. Donc Rn, je considère ça dans un sens comme un exemple, bien qu'on a R2, R3, R4 et compagnie. On a aussi les matrices M par N. Donc on va voir. Prochain exemple, il est question de l'ensemble P2. L'ensemble P2, c'est un peu spécial. Ces éléments, ce sont des polynômes de degré 2 ou moins, puisque les coefficients ABC peuvent être nuls. Donc, si le coefficient C est nul, c'est un polynôme de degré 1, etc. Donc, P2, c'est un ensemble dont les éléments sont des polynômes. OK, on dote cet ensemble-là d'une opération interne qu'on appelle l'addition vectorielle. Donc, on additionne les polynômes tels que c'est défini. L'opération externe, donc on multiplie par le scalaire k tous les coefficients du polynôme. Donc, dans la question, on vous demande de montrer qu'ainsi P2 constitue un espace vectoriel.
Donc, il est question des polynômes de degré 2 ou moins avec ces deux opérations-là, interne et externe. Et il faut montrer que tel que c'est défini là, ça forme un espace vectoriel. Donc, il faut passer au travers des 8 axiomes. Axiome de commutativité, donc j'ai deux vecteurs. Ici, ce sont deux polynômes. Par définition, le résultat de l'opération interne, c'est celle-là. Donc ici, j'ai des sommes entre parenthèses. Il s'agit de sommes scalaires, ce ne sont pas des sommes vectorielles. Donc je peux utiliser que je connais, la commutativité de l'addition de scalaires, donc pour intervertir les A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et puis maintenant, ce que je trouve là, c'est le résultat de l'opération interne entre le deuxième polynôme et le premier polynôme. Donc j'ai démontré la commutativité dans ce contexte-ci. Axiome d'associativité. Donc là, ça me prend trois polynômes. A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Donc, effectuer l'opération entre parenthèses, dans la grande parenthèse à gauche. Donc, par définition, c'est ça. Ensuite, j'effectue l'autre opération interne. Donc, ça me donne ceci. Donc, toutes les parenthèses ont lieu d'être et on ne peut pas en omettre ici dans cette preuve-là. Maintenant, à l'étape suivante, on va utiliser l'associativité, mais il faut faire attention. Ici, il n'y a rien qui tourne en rond. Quand on va utiliser l'associativité, ce n'est pas l'associativité dans P2, mais bien l'associativité de la somme de nombres réels. Donc, je me sers de l'associativité de la somme de nombres réels pour démontrer l'associativité de la somme de vecteurs. OK? Et puis maintenant, ce qui est là, c'est le résultat de l'opération interne étoile entre le polynôme A1, B1x, C1x2 et l'autre polynôme que je ne prendrai pas la peine de lire, mais que vous voyez à l'écran. OK, maintenant, le deuxième polynôme à droite, qui est lui-même le résultat de l'opération interne entre ces deux-là. Et donc, avec cette dernière ligne-là, on a démontré l'associativité et on a démontré l'axiome A2. Axiome A3, le neutre additif. Donc, j'ai un vecteur A plus BX plus CX carré. Je cherche qu'est-ce que je vais mettre à droite, donc avec quoi je vais faire l'opération interne pour que ça reste A plus BX plus CX carré. Donc, évidemment, ici, ce qui fonctionne, c'est le polynôme 0x plus 0x carré. Si j'effectue l'opération, je retrouve le même polynôme que ce que j'avais au départ, A plus BX plus CX carré. Donc mon polynôme 0 plus 0x plus 0x carré, c'est bel et bien mon vecteur nul dans ce contexte-ci. Axiome A4, l'existence des inverses additifs. Donc si j'ai un vecteur A plus BX plus CX carré, donc je cherche avec quoi je vais effectuer l'opération interne pour que le résultat donne le vecteur nul de l'axiome précédent. Donc ici, c'est le vecteur ou le polynôme, moins A plus moins BX plus moins CX carré. Donc si j'effectue l'opération, ça me donne ceci par la définition de l'opération interne. Et donc ça me donne mon polynôme 0 plus 0x plus 0x carré. Et c'est ce qui démontre l'existence des inverses additifs. Les axiomes A5, A6 et A7 sont demandés en exercice. Donc, vous trouverez ça sur le document dans Léa. Donc, je passe au dernier axiome A8. Dernier axiome A8, le neutre multiplicatif. Donc, si je calcule 1 delta A plus BX plus CX carré, donc le delta, c'est l'opération externe. La définition, c'est ça, l'opération externe. Donc, me donne A plus BX plus CX carré. Autrement dit, le 1 est bel et bien neutre pour la multiplication par un scalaire. Et donc l'axiome A8. Donc P2 est bien un espace vectoriel. En fait, on peut de la même façon montrer que Pn, l'ensemble des polynômes de degré n ou moins,
est aussi un espace vectoriel. Prochain exemple, l'ensemble F des fonctions de R dans R. Donc ça, c'est un ensemble dont les éléments, ce ne sont pas des valeurs numériques, les éléments de l'ensemble F, ce sont des fonctions. Donc parmi les éléments de F, il y a, par exemple, la fonction sinus, la fonction cosinus, fonction exponentielle. Évidemment, il y a une infinité de fonctions dans l'ensemble F. On définit sur F les opérations. Donc l'addition, donc si j'ai deux fonctions f et g, je peux former une nouvelle fonction, la fonction f plus g. Donc cette nouvelle fonction-là, elle est telle que f plus g, quand je l'évalue en x, ça me donne f de x plus g de x. Donc ça, c'est une nouvelle fonction qui est obtenue en additionnant les deux précédents. Une opération de multiplication par un scalaire. Donc, étant donné une fonction f, un scalaire k, k fois f, c'est une nouvelle fonction qui est telle que quand j'évalue la fonction k fois f, quand je l'évalue en x, ça me donne k fois l'évaluation de f en x. Et on nous demande de montrer qu'ainsi f est un espace vectoriel. Donc là, encore une fois, on élargit nos horizons. On va être amené à penser aux fonctions, chaque fonction comme étant un vecteur. Premier axiome, la commutativité. J'ai la fonction f plus g. Je veux démontrer que c'est la même fonction que la fonction g plus f. Donc pour démontrer ça, pour démontrer que deux fonctions sont les mêmes, on va montrer que les images sont toujours les mêmes. Cette fonction-là en x. Donc par définition, quand j'évalue la fonction f plus g en x, x plus g de x. Dans cette addition-là, c'est l'addition de deux nombres réels. Donc cette addition-là, on la sait commutative. On va écrire ça comme g de x plus f de x. Maintenant, ce que j'ai là, g de x plus f de x, c'est la fonction f évaluée en x. Et donc, j'ai deux fonctions, f plus g et g plus f. Ces deux fonctions-là sont les mêmes, puisque quand je les évalue en x, ça me donne toujours la même image. Donc, quel que soit x, donc les fonctions f plus g d'une part et g plus f d'autre part sont les mêmes. Et ça démontre la commutativité. Pour l'associativité, j'ai trois fonctions, f plus g, que j'additionne d'abord. Suite à ça, j'additionne h. Donc, ça me donne une nouvelle fonction. Donc, je vais évaluer en x. C'est ceci. Ensuite, je vais évaluer la fonction f plus g, ce qui me donne ceci. Donc, encore une fois, toutes les parenthèses là sont nécessaires et ont une signification, sont importantes. Maintenant, ce que j'ai là, c'est l'addition de trois quantités qui sont trois nombres réels. Pour les nombres réels, je sais que l'addition est associative. Je vais les parenthèses comme ça. Maintenant, ce que j'ai à droite, g de x plus h de x, c'est la fonction h évaluée en x. Et maintenant, ce que j'ai là, f de x plus g plus h de x, c'est le résultat de l'évaluation de la fonction f, parenthèse g plus h, évaluée en x. OK, et donc cette égalité-là, quel que soit x dans R, donc j'ai deux fonctions. À chaque fois que je les évalue en un même point x, ça me donne les mêmes images. Donc, f plus g plus h est égal à f plus g plus h. Et donc, ça démontre l'associativité. Prochain axiome, le neutre additif. Donc, soit petit o, j'ai noté petit o dans f, la fonction constante est égale à 0. Donc, ici, il y a une petite nuance entre la fonction constante est égale à 0 et puis le scalaire 0. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, il faut distinguer ça. Donc, si je calcule f plus o, j'évalue ça en x, ça me donne f de x plus o de x. Maintenant, la fonction o, c'est la fonction qui est toujours égale à 0.
je peux tout simplement l'enlever, ça me donne f de x pour tout x, ce qui veut dire que la fonction f et la fonction f sont les mêmes, ce sont les mêmes fonctions. Et donc la fonction petit o, fonction constante égale à 0, c'est une fonction qui joue le rôle de mon vecteur nul dans mon espace vectoriel. Action A4, l'existence de l'inverse additif. Donc, soit moins f, la fonction telle que quand je l'évalue en x, quand j'évalue moins f en x, ça me donne moins f de x. Donc, j'affirme que cette fonction-là joue le rôle d'inverse additif. Donc, il faut que je l'additionne avec f. Et donc, j'évalue ça en x. F plus moins f évalué en x, ça me donne f de x plus la fonction moins f évaluée en x. La fonction moins f évaluée en x me donne par définition moins f de x. Donc, j'ai f de x moins f de x. J'aurais pu écrire 0. Cependant, je choisis de l'écrire comme c'est la fonction petit o, la fonction constante égale à 0, évaluée en petit x. Et donc, cette égalité-là, elle est vraie pour tout x dans R. Et donc, ça démontre que f plus moins f, la fonction f plus moins f, est égale à la fonction petit o. Et donc, ça démontre l'axiome A4, l'existence des inverses. De la même façon, A5, A6 et A7 sont demandés en exercice, donc je ne les fais pas avec vous. Faire A8, donc le neutre multiplicatif, si je calcule 1 fois f, ça c'est une nouvelle fonction. Donc il faut que je démontre que cette fonction-là, c'est la même que la fonction f. Pour démontrer ça, je l'évalue en x. Et donc ça me donne 1 fois f de x. Et 1 fois f de x, ça c'est le produit de deux scalaires. On va mettre le scalaire 1, ça me donne f de x. Donc, 1 fois f de x, pardon, 1 fois f, évalué en x, c'est la même chose que f de x pour tout x. Et donc, ça démontre que la fonction f est égale à la fonction f. Et donc, ça démontre l'axiome A8. Et ça démontre qu'effectivement, f est bel et bien un espace vectoriel. Prochain exemple, soit S, l'ensemble des suites infinies de nombres réels. Là, il y a plusieurs suites, il y a une infinité de suites, mais par exemple, suivante, la suite 0, 1, 2, 3, 4, etc. La suite où S0 égale 0, S1 égale 1, etc. En général, Sn égale n. J'ai une autre suite, la suite 0, 1, 4, 9, etc. Donc la suite T qui est telle que T0 donne 0, T1 donne 1. De façon générale, T de n donne n carré. Et un autre exemple de suite, la suite 1, moins 1, 1, moins 1, etc. Donc U0 égale 1, U de 1 égale moins 1. En général, U de n égale moins 1 à la n. Donc ça, ce sont des suites infinies. On peut y penser comme des vecteurs. Donc chaque terme de la suite, c'est une composante du vecteur. Un peu comme si c'était des vecteurs avec une infinité de composantes. Maintenant, on va définir les opérations suivantes sur les. Donc, si j'ai deux suites, petit s, petit t, je peux former la suite s plus t. C'est une nouvelle suite qui est telle que s plus t de n, c'est s de n plus t de n. Donc, autrement dit, j'additionne les suites terme à terme. C'est comme ça que je calcule l'opération interne, donc la somme vectorielle. Okay, d'autre part, si j'ai une suite petit s et un scalaire k, je peux former une nouvelle suite, la suite ks. La suite ks, c'est défini par ks. Le nème terme de ks, c'est k fois le nème terme de s. Donc, autrement dit, on multiplie tous les termes de la suite s par le scalaire k. Donc, c'est deux opérations. La première, c'est l'opération interne. La deuxième, c'est l'opération externe. Et il faut démontrer que de cette façon, un espace vectoriel. Ok, axiome de commutativité, axiome A1. Si j'ai la suite S plus T, je l'évalue en N. Donc, par définition de l'opération interne, S de N plus T de N.
Maintenant, S de n plus T de n, c'est la somme de deux termes, donc la somme de deux nombres réels. Donc, je peux réécrire ça comme T de n plus S de n. Et donc, ça, c'est la suite T plus S évaluée en n. Donc, d'une part, la suite S plus T et d'autre part, la suite T plus S. Ces deux suites-là ont toujours les mêmes. Le nème terme de chaque suite est égal, sont égaux. Donc, quel que soit n. Donc, ça démontre que ce sont les. Donc, S plus T est égal à T plus S. Axiome A2, l'axiome d'associativité. Donc, j'ai la suite S plus T, entre parenthèses, plus U. Si je regarde le terme de cette suite-là, donc le nème terme par définition, c'est le nème terme de la suite S plus T plus le nème terme de la suite U. Maintenant, le nème terme de la suite S plus T, c'est le nème terme de la suite S plus le nème terme de la suite T. Maintenant, j'ai la somme de trois termes, la somme de trois nombres réels. Si on sait que c'est associatif, je vais écrire ça comme ceci. Maintenant, à droite, j'ai la suite T plus U évaluée en n. Autrement dit, j'ai le terme de la suite T plus U. OK, maintenant, ce que j'ai là, c'est le nème terme de la suite T plus U. OK, donc j'ai deux suites. J'ai la suite qui est en haut à gauche, j'ai la suite qui est en bas à droite. Si je regarde le nème terme de la suite en haut à gauche, c'est toujours égal au nème terme de la suite qui est en bas à droite, quel que soit n. Donc, au fond, ces deux suites-là. Et donc, l'opération interne est associative. Le neutre additif, soit petit o, la suite constante est égale à 0. Donc, si je calcule S, donc une suite petit s quelconque, plus o, donc si je regarde le nème terme de cette suite-là, ça me donne S de n plus O de n, mais c'est constant égal à 0, donc on peut le mettre dans l'opération. Fait que la suite S plus O et la suite S sont toujours égales, donc peu importe le terme qu'on retient, que ce soit le terme 0, 1, 2, ça donne toujours la même valeur. Ensuite, S plus petit o égale S. Axiome A4, l'existence des inverses additifs. Soit moins S, la suite telle que le nème terme de la suite moins S, c'est moins le nème terme de la suite S. Donc j'affirme que ça joue le rôle de mon inverse additif. Je dois calculer quelle est la suite S plus moins S. Donc, si je regarde le nème terme de la suite S plus moins S, c'est S de n, donc le nème terme de la suite S, plus le nème terme de la suite moins S. Le nème terme de la suite moins S, c'est moins le nème terme de la suite S. Donc je me ramasse avec la différence de deux nombres réels, S de n moins S de n. Cependant, 0, je l'écris de la façon suivante. Je dis que c'est le nème terme de la suite constante égale à 0, donc le petit o de n. OK, donc, et ça c'est vrai quel que soit n. Donc, ça signifie que la suite S plus moins S est égale à la suite petit o. Et ça démontre l'existence des inverses additifs. Les axiomes A5, A6 et A7 sont demandés en exercice, donc je ne les fais pas ici. 8, le neutre multiplicatif, si on calcule 1 fois S. Donc 1 fois S, c'est une suite. Le nème élément de la suite 1 fois S, la définition, c'est 1 fois le nème élément de la suite S. Le scalaire 1 ici, donc on trouve le nème élément de la suite S. Et donc le nème élément de la suite 1 fois S est égal au nème élément de la suite S. Ça signifie que 1 fois S est égal à S. Et donc ça termine la démonstration des axiomes. Ici, tous les axiomes fonctionnent. Et donc c'est bel et bien un espace
OK, on en a déjà parlé un petit peu. Une petite remarque sur la notation. Nous noterons les vecteurs en caractère gras pour les distinguer des scalaires. Ainsi, 0 en caractère désigne le vecteur nul, tandis que 0, qui n'est pas en caractère gras, désigne le scalaire 0. Okay, théorème avec lequel on va terminer la présentation. Le vecteur neutre dans l'espace vectoriel est l'inverse du vecteur petit v dans le grand V est unique. Troisième propriété, si j'ai U plus V est égal à U plus W, alors je peux en conclure que V est égal à W. Quatrième propriété, si U est égal à U plus V, alors c'est donc que V est le vecteur nul, donc qui est en caractère gras pour désigner le fait qu'il s'agit bien du vecteur nul et non pas du scalaire nul. Propriété 5, scalaire 0 fois vecteur V donne le vecteur nul, quel que soit le vecteur petit v dans le grand V. Propriété 6, scalaire k fois le vecteur nul donne le vecteur nul, et ce quel que soit le scalaire k dans R. Propriété 7, k fois le vecteur v, c'est-à-dire si k fois le vecteur v donne le vecteur nul, alors c'est qu'il y a deux possibilités, soit le scalaire k est nul, soit le vecteur v est nul. Et dernière propriété, l'inverse de petit v dans grand V, c'est moins 1 fois v, autrement dit, moins v est égal à moins 1 fois v. Donc on va démontrer toutes ces propriétés-là. Première propriété à démontrer, celle qui disait le vecteur neutre, vecteur 0, est unique. Donc ça, c'est dû au fait que l'opération interne d'addition vectorielle est une opération interne qui possède un neutre par l'axiome A3. Donc ce neutre est unique par le théorème 1.1 qu'on a vu dans une présentation précédente. Deuxième affirmation, l'inverse du vecteur petit v dans le grand V est unique. Donc, l'opération interne d'addition vectorielle est une opération interne qui est associative par l'axiome A2. De plus, l'inverse d'un élément V existe par A4. Donc, cet inverse est unique par le théorème 1.2. Encore une fois, un théorème qu'on a vu dans une présentation précédente. Preuve de la troisième propriété. Si U plus V est égal à U plus W, alors V est égal à W. Donc, je commence avec U plus V est égal à U plus W. J'additionne le vecteur moins U. Donc, je sais que moins U existe en vertu de l'axiome A4. Je réorganise les parenthèses en vertu de l'axiome A2. Donc, j'associe moins U avec U. Donc, je sais que l'addition donne le vecteur nul en vertu de l'axiome A4. Ensuite, le vecteur nul, il est en vertu de l'axiome A3. Et donc, je trouve que V est égal à W. Et donc, ça termine la preuve de la troisième propriété. Quatrième propriété, si U est égal à U plus V, alors V est le vecteur nul. Donc, je pars de U est égal à U plus V. Le membre de gauche, je peux le remplacer par U plus le vecteur nul. Je sais que je peux faire cette substitution-là parce que c'est une propriété du vecteur nul. Propriété qui nous est donnée par l'axiome A3. Ok, maintenant je peux appliquer la propriété précédente, la propriété 3, et donc en conclure que le vecteur nul, qui est le deuxième terme du membre de gauche, est égal au deuxième terme du membre de droite. Donc le vecteur nul est égal à V. Et ça termine la preuve de la propriété 4. Propriété 5. Scalaire 0 fois vecteur V donne toujours le vecteur nul, quel que soit V. Donc pour démontrer ça, je commence avec scalaire 0 fois vecteur V. Le scalaire 0, maintenant je le réécris comme 0 plus 0. Je sais que je peux faire cette substitution-là parce que je sais que le scalaire 0 plus le scalaire 0 donne 0. Donc,
bonne vieille addition de l'école primaire, 0 plus 0 donne 0. OK, maintenant le membre de droite, le distribuer en vertu de l'axiome A6. Et donc ça me donne 0 fois V plus 0 fois V. Ensuite, simplifier en vertu de la propriété 4. Et donc j'en conclus que le vecteur nul est égal à 0 fois V. Donc ça termine la propriété de ça termine la preuve de la propriété 5. Preuve de 6. Si un scalaire k fois un vecteur nul donne, c'est-à-dire scalaire k fois vecteur nul donne vecteur nul, quel que soit le scalaire k. Donc, scalaire k fois vecteur nul, je peux faire une substitution semblable à la preuve précédente. Je substitue le vecteur nul par vecteur nul plus vecteur. Maintenant, je peux distribuer en vertu de l'axiome A7. Je peux simplifier en vertu de la propriété 4. Et donc, je trouve que k fois le vecteur nul donne le vecteur nul. OK. Septième propriété, si le scalaire k fois le vecteur v donne le vecteur nul, alors le scalaire k est égal à 0 ou le vecteur v est égal au vecteur nul. Donc, je démontre ça en supposant que, d'une part, le scalaire k fois le vecteur v donne le vecteur nul, mais en supposant aussi que le scalaire k n'est pas égal à 0. Donc, si je fais cette supposition-là, ça me permet de multiplier à gauche et à droite de l'équation par le scalaire k-1. Donc, je sais que le scalaire k-1 existe puisque j'ai supposé que k était non nul. Ensuite, en vertu de l'axiome A5, je peux réorganiser les parenthèses pour avoir un associé, le scalaire 1, et ensuite le scalaire 1 fois le vecteur, ça me donne le vecteur v en vertu de l'axiome A8. Donc, si le scalaire k est non nul, ben, le vecteur v est forcément nul. L'autre possibilité, donc, c'est lorsque le scalaire k est nul. Et donc, que ce soit l'un ou l'autre, on a la conclusion k est égal à 0 ou vecteur v est égal au vecteur nul. Donc, ça termine la preuve de la septième propriété. Preuve de la huitième propriété. L'inverse de v est moins 1 fois le vecteur v, autrement dit, moins v est égal à moins 1 fois v. Donc, je démontre ça de la façon suivante. V plus moins 1 fois v, c'est égal à 1 fois v plus moins 1 fois v. Donc, j'ai rajouté le scalaire 1 devant le vecteur v. Je peux faire ça en vertu de l'axiome A8. Ensuite, je peux mettre en évidence le vecteur v en vertu d'une propriété de distributivité, l'axiome A6. Ensuite, j'ai 1 moins 1, ça me donne le vecteur nul. Et 1 moins 1, ça me donne le scalaire nul. Et donc, le scalaire nul fois le me donne le vecteur nul. Et donc, ça démontre que moins 1 fois v donne moins v, c'est-à-dire ça donne l'inverse de v. Les inverses sont uniques. Et ça termine la preuve de la huitième propriété du théorème. Et donc, ça termine aussi la présentation.